2025, j'ai réalisé mon rêve. Sillonner le Japon afin de découvrir la culture et l'histoire de ce fascinant pays à travers la découverte de 12 châteaux à donjons authentiques. Il s'agit des seuls qui demeurent de l'époque féodale et plus précisément aux alentours de la période Edo. Ce sont ceux qui ne furent pas restaurés après-guerre et qui sont désormais considérés par l'État pour certains comme des trésors nationaux et pour d'autres comme des biens culturels importants. Je vais maintenant vous emmener avec moi pour les découvrir de plus près. Après mon arrivée à Osaka, j'ai commencé mon périple avec le château d'Imeji, aussi connu sous le nom du Héron Blanc. De ses remparts de pierres monumentaux à sa façade d'un blanc immaculé ainsi que ses structures en bois, il est facile de voir pourquoi ce château est considéré comme un bâtiment symbolisant la perfection esthétique de l'architecture en bois japonaise. En me baladant dans ces couloirs, j'ai très vite compris pourquoi ceci était aussi fréquenté. En me dirigeant vers la côte, plus au nord, je me suis retrouvée face au château de Matsue. Un château prenant une simplicité et faisant preuve d'une puissance architecturale sans pareille. Il laisse de côté le style raffiné qu'on a pu voir au château de Himeji, et la particularité de ce château est son puits présent au sous-sol. De tous, il est le seul à en posséder un. J'ai d'ailleurs pu en apprendre davantage sur cet édifice grâce aux différentes œuvres et objets exposés à l'intérieur. Je me suis ensuite dirigée vers le sud pour rejoindre l'intérieur des terres. Après une longue montée du mont Gagyo, dans ce coin reculé du pays et très peu visité, j'ai atteint le sommet un peu à bout de souffle. Je n'ai malheureusement pu profiter que de l'extérieur du château, mais je peux dire que l'ascension en a réellement valu la peine. Ce château était considéré comme imprenable du fait de sa position en hauteur. Il s'agit de celui qui est le plus en altitude de tous ceux que j'ai pu visiter, et mes jambes s'en souviennent encore. Mais l'atmosphère que j'y ai ressentie était comme nulle autre. En continuant mon périple, toujours vers le sud, je suis arrivée sur l'île de Shikoku, qui recèle 4 des 12 châteaux de la liste. Le premier, celui de Marugame, s'illustre comme preuve de l'apogée de l'art castral japonais et présente des remparts d'une taille et organisation remarquables. C'est à l'intérieur que l'on sent au mieux l'organisation du donjon et que l'on retrouve ces fameux escaliers à forte inclinaison, typiques de l'architecture féodale japonaise qui m'ont fortement marqué au cours de mon voyage. La tranquillité du lieu contraste fortement avec la ville mouvementée en contrebas.
La prochaine étape est la ville de Matsuyama. Arrivée dans la brume, j'ai été plongée dans une atmosphère particulière, presque écrasante en découvrant ce château d'une telle prestance. Son histoire se fait sentir dans les couloirs et est encore visible sur les tuiles frappées du blason du shogunat Tokugawa. Daté du dernier courant majeur de la période Edo, ce château présente 4 tours, dont un donjon principal et un autre secondaire. Sa taille imposante et ses galeries font de lui un château d'exception et une visite incontournable. Le château de la ville d'Uwajima, malgré sa petite taille, surtout quand on le compare à celui de Matsuyama, est devenu mon préféré. J'ai particulièrement aimé l'attention portée aux détails de chacune des pièces et à la qualité des matériaux qui demeurent en très bon état malgré qu'il n'ait subi aucune modification pendant plus de 350 ans. Sa position, au sommet d'une colline, servait à surveiller les alentours en cas d'attaque, une fonction essentielle que partagent tous les châteaux. Sa vue sur le littoral est juste extraordinaire. On ne peut que s'imaginer faire partie de la famille Todo, ancienne famille qui résidait jadis au sein du château, et admirer le vaste territoire s'étendant à perte de vue. J'ai fini le tour de l'île de Shikoku avec le château de Kochi, situé au centre de la ville du même nom. Celui-ci fut construit par Kazutoyo Yamauchi suite à la victoire des Tokugawa à la bataille de Sekigahara, marquant le début de la période Edo. À la suite d'un incendie, il y a plus ou moins 300 ans, la plupart des bâtiments ont été reconstruits et sont restés inchangés depuis. Des maquettes et des reconstitutions permettent de mieux comprendre la construction et l'histoire du château. En s'y promenant, on ressent le passé lourd de cet endroit, mais aussi étonnamment une certaine tranquillité qui émane de l'architecture, de l'agencement des pièces, ainsi que de la végétation des jardins. Je suis arrivée à Inuyama lors du début de la Golden Week au Japon. Et les locaux se sont donc donné rendez-vous à ce magnifique château qui fut jadis un centre commercial, politique et économique. Celui-ci possède une vue magnifique sur la rivière Kisogawa. Ce château avait, paraît-il, la réputation d'être imprenable par l'arrière, et il mérite grandement le détour. En remontant vers le nord, je me suis retrouvée au centre du Japon, face au château de Matsumoto, qui est selon moi le plus impressionnant visuellement de ma liste. Ces pièces en bois laqué lui confèrent le nom du château noir ou même du corbeau. Je n'ai pu prendre que peu de vidéos de l'intérieur à cause du manque de luminosité dû à l'absence de réelles fenêtres remplacées par des meurtrières. Le château est actuellement entouré de parcs et les douves remplies d'eau apportent un effet théâtral à l'ensemble. Cet effet se renforce en prenant du recul depuis ces parcs, ce qui permet d'admirer le château dans toute sa splendeur. Nous nous retrouvons désormais tout au nord du pays, juste en dessous de l'île d'Hokkaido, près de la ville d'Aomori. Au moment de ma visite, les fleurs de cerisier coloraient encore cette région et ajoutaient un certain caractère à l'endroit.
Malgré la pluie, j'en ai réellement profité pour découvrir le parc à l'intérieur des remparts. Celui-ci rassemble des cerisiers centenaires et le château, certes de petite taille, mais en très bon état. Étant assez fréquenté à cette période de l'année, j'avoue ne m'être pas trop attardée à l'intérieur pour profiter davantage de l'extérieur. Redescendons plus au sud du pays pour admirer ce château dont le donjon serait l'un des plus anciens. Son architecture, très épurée, met en avant la fonction première de cet endroit, qui était de se défendre en cas de révolte, contrairement aux autres châteaux qui avaient plutôt pour but une démonstration de puissance ou d'autorité. Il faut signaler que le donjon s'est effondré au cours du XXe siècle, mais qui fut reconstruit avec des matériaux d'origine. Pour m'y rendre, j'ai eu l'occasion de me promener longuement dans la campagne japonaise, un des plus beaux endroits qui m'a été donné de visiter. Terminons en beauté avec le château d'Ikone, non loin du précédent. Malgré un donjon d'une taille modeste, il propose sur sa façade différents types architecturaux de pignons. Dominant le lac Biwa, l'édifice à l'apparence épurée m'a semblé briller au loin. À l'instar de tous les édifices que je vous ai présentés, ce dernier château illustre parfaitement la manière dont ces bâtiments ont été construits durant l'époque féodale au Japon, avec le donjon appelé Tenchu, construit en bois, sur une base en pierre, l'Ishigaki. Au cours de ce voyage, je ne pouvais tout de même pas passer à côté des deux villes les plus importantes dans l'histoire du pays, l'ancienne et l'actuelle capitale, même si aucun des châteaux de ma liste ne s'y trouvait. Je me suis donc rendue à Kyoto, puis à Tokyo, que je vous laisse découvrir en images. Après avoir voyagé à travers le Japon pendant ces 3 semaines, je ne me suis jamais sentie vraiment seule. J'ai toujours été entourée par de magnifiques paysages et par cette culture si riche, en particulier ces châteaux, qui sont tous différents les uns des autres et qui permettent un retour dans le passé dans ce pays alliant tradition et modernité. Je tiens à remercier les mécènes et la faculté FIAL de m'avoir donné l'opportunité de réaliser ce voyage, qui restera jamais gravé dans mon esprit.